Vous allez poser cette question à 25 spécialistes de l'autisme et vous aurez 25 réponses différentes. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un moment où on fonctionne avec des modèles. Qu'est-ce que je comprends, moi, du fonctionnement de ces enfants ? Et donc, je suis comme tout le monde, moi. Si je veux essayer d'avancer dans la compréhension, je suis obligé de me fabriquer des modèles. On est d'accord, un modèle, ce n'est pas une vérité. Un modèle, ça doit répondre à 3 critères. Ça doit nous aider à comprendre les enfants. Ça doit nous aider dans la prise en charge qu'on leur propose. Et ça doit être compatible avec les données de la science. Donc si un modèle ne répond plus à une de ces 3 exigences, il faut l'abandonner, il faut le faire évoluer. Alors aujourd'hui, ce que je comprends, votre question, elle est, après tout, logique. On a des enfants dont le cerveau va se développer différemment. Il est évident qu'ils vont fabriquer de la pensée d'une façon différente. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la manière dont ils fabriquent de la pensée ? On va, si vous voulez, pour éclairer la situation, on va se couper en deux la manière dont on analyse l'environnement. Si je vous propose de décrire ce qu'il y a sur une table, sur la table qui est là, vous allez procéder en énumérant les différents objets qui sont sur la table. On est dans un traitement qu'on appelle séquentiel, un par un, séquence par séquence. Vous sortez de la pièce et je vous dis qu'est-ce qu'il y avait sur la table ? 2 options, soit vous faites une photo exacte de la table, d'accord ? Mais si je bouge un des objets, c'est plus la même photo. Donc c'est pas comme ça qu'on fait, parce que c'est trop coûteux en termes de traitement cognitif. Nous, on a une représentation générale de l'objet. On analyse l'ensemble des objets présents sur la table. On a un traitement simultané, tout en même temps. Mais pour qu'on puisse utiliser ce traitement simultané, au moment où je vais vous dire qu'est-ce qu'il y avait sur la table, vous n'allez pas avoir tous les objets présents à l'esprit en même temps. Mais certains d'entre eux, parce que vous avez le livre qui vous intéresse, parce qu'une paire de lunettes que vous avez peur d'oublier, parce que vous avez, et puis ensemble, vous direz, souvenez-vous, à côté de la paire de lunettes, il y avait aussi, ah oui, il y avait aussi un stylo. D'accord ? Donc, pour traiter simultanément plusieurs informations, il faut pouvoir les hiérarchiser les unes par rapport aux autres. Et c'est ça qui ne marche pas dans l'autisme et dans le syndrome d'Asperger. C'est cette capacité à hiérarchiser. Du coup, il traite les informations séquentiellement, une par une. C'est un tout petit peu plus subtil que ça, parce que quand je traite une information, je n'ai pas besoin de la hiérarchiser, il n'y en a qu'une. Quand je traite 2 informations, je n'ai pas besoin de les hiérarchiser, mes capacités de traitement de l'information sont capables de traiter 2 informations en même temps. Elles sont capables, quand je suis adulte, de traiter 3 informations en même temps. Mais au-delà de 3, je suis obligatoirement dans une hiérarchisation. Et donc ils arrivent, quand ils grandissent, quand on a des Asperger de bon niveau, quand on analyse ça, à traiter 3 informations en même temps, puisqu'il n'y a pas de nécessité à hiérarchiser les choses à ce moment-là. Mais au-delà, ce n'est pas possible. Le fait de ne pas pouvoir hiérarchiser les informations dans un traitement simultané, le fait d'être soumis à un traitement seulement séquentiel, a des conséquences importantes. Si je prends l'exemple du langage, parce que c'est très parlant de mon propos. Le langage est polysémique. Un mot correspond à une série d'objets différents et de circonstances différentes dans lesquelles ces objets interviennent. On peut parler ensemble parce qu'on a une représentation mentale au sens primitif de la représentation mentale. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai présent à l'esprit au moment où j'évoque un mot, qui est compatible avec cette polysémie. La compatibilité de notre représentation mentale avec cette polysémie est assurée par ce travail de hiérarchisation associative. Alors, on va arrêter de jargonner, on va prendre un exemple. Si je dis le mot fleur, immédiatement, vous avez des idées qui vous viennent à la tête qui correspondent au mot fleur. Et moi aussi. Et il est très clair qu'à ce moment-là de l'échange, ce n'est sans doute pas les mêmes idées que nous avons en tête, vous et moi. Fleur enterrement. Vous n'aviez pas enterrement lié à fleur quand j'ai dit fleur tout à l'heure. Mais vous me suivez dans mon propos, ça ne vous semble pas déconnant. D'accord ? Et derrière, on a tous chrysanthème, qui est une expérience collective, et le dernier enterrement ou la dernière tombe qu'on a été fleurir. Une expérience plus personnelle. Qu'est-ce qu'on a fait ? En passant de fleur à fleur enterrement, on a hiérarchisé les éléments de la représentation mentale. D'accord ? Les personnes autistes, Asperger, ne parviennent pas à ça. Ils construisent une représentation mentale qu'ils vont rendre polysémique quand ils utilisent le langage, par le jeu des invariants. Un garçon Asperger de 12 ans qui est en 5e, qui fonctionne bien, il y a qui se dit, quand je dis humain, qu'est-ce que tu vois, toi ? Qu'est-ce que tu as comme image en tête ? La texture de la peau. On a tous la même texture de peau. Pas mal, non ? Et il a avancé par essai-erreur comme ça. Et le jour où il rencontre une bestiole qui a la même texture de peau que nous, il est obligé de revoir son système de représentation mentale pour pouvoir faire la distinction entre humain et bestiole. Vous voyez ? Et il va fonctionner comme ça tout au long de sa vie, en affinant sa représentation mentale. Le fait de ne pas pouvoir hiérarchiser les informations a d'autres conséquences sur tous les apprentissages implicites, parce que les apprentissages implicites dépendent du contexte. Et dès que ça dépend du contexte, il faut hiérarchiser les éléments du contexte. Alors,
il ne faudrait pas considérer que la hiérarchisation est quelque chose de simple, qu'il y aurait un outil de hiérarchisation dans le cerveau. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La hiérarchisation se joue à plusieurs endroits différents et pour plusieurs informations différentes. Dans le même contexte, je vais hiérarchiser les informations auditives, les informations visuelles, les informations olfactives à des endroits différents du cerveau. Mais ce sera le même contexte. D'accord ? Et ça sera des niveaux de hiérarchisation, des objets sur lesquels porte la hiérarchisation qui seront différents. On sait qu'un bébé à la naissance, pour continuer dans cet exemple-là, les travaux de Bénédicte de Boisson-Bardy des années 90 nous apprennent qu'un bébé à la naissance est capable de faire la différence de toutes les phonèmes de toutes les langues du monde. Phonèmes, c'est les unités sonores minimum d'une langue. Et c'est bien fichu. Après tout, ce bébé, il est équipé pour atterrir là où il atterrira, et où qu'il atterrisse, il est équipé. À l'âge de 6 mois, 1 an, ce même bébé ne fera plus la différence entre les phonèmes de la langue maternelle. Au passage, elle a fait des travaux sur les enfants de diplomates français à Londres. La langue maternelle, c'est la langue de la nounou, l'indo-pakistanais. Ce qui modifie un tout petit peu notre relation à l'aspect psycho-affectif lié au... D'accord ? On n'est pas dans des troubles psycho-affectifs, là. J'imagine évidemment que s'il y avait des difficultés d'attachement très profondes, qui sont quand même très exceptionnelles, mais dans les orphelinats roumains ou dans les choses où on a observé des enfants, ils ont des grandes difficultés. D'accord ? Mais ce n'est pas de la même nature, c'est pas du même ordre. Je reviens sur mon histoire de phonème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je nais avec une capacité d'analyse auditive vachement sophistiquée, qui est ouverte à la diversité humaine, et je vais réduire cette capacité à la lumière du contexte que je vais vivre durant mes 6 premiers mois de vie. Cette réduction se fait grâce à ces travaux de hiérarchisation associative. D'accord ? Et on peut dire, alors, donc l'implicite, c'est très compliqué pour eux. Les nuances, parce que les nuances dépendent du contexte. En permanence, quand on a rendez-vous avec des copains, dans environ un quart d'heure, si on doit prendre un train, c'est avant un quart d'heure. Si on doit aller prendre un verre, ça n'a pas beaucoup d'importance que ce soit avant ou après, on n'est pas à 5 minutes près. Les nuances, le deuxième degré est très compliqué pour eux, ils sont au premier degré. Comprendre l'intention de l'autre, parce que l'intention est quelque chose qui varie au fil de l'échange, et ces variations d'intention, enfin, sur quels sont les indices de votre visage qui vont me laisser penser que vous changez d'intention à mon égard. J'essaie d'expliquer un truc compliqué. J'ai besoin que vous me regardiez, ou j'ai besoin de vous regarder pour savoir si ce que je raconte est compréhensible ou c'est un jargonnage impossible. Et en permanence. Quel indice je vais saisir de cela ? Bien évidemment, ça va être très variable, très rapidement. Il faut que je puisse hiérarchiser les informations. Votre visage, quel est dans votre visage l'indice qui va me permettre de... Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ils arrivent... L'intentionnalité est quelque chose de très compliqué pour eux, sauf si elle dit clairement son nom. Mais si elle varie, c'est très compliqué. Faire attention à plusieurs choses en même temps, porter son attention sur un truc et un autre, c'est difficile parce que là encore, il faut pouvoir traiter d'une façon simultanée plusieurs informations. Et donc voilà, on a, comme ça, on arrive à éclairer ce modèle-là, cette vertu-là, c'est qu'il me permet d'éclairer ce que j'observe du fonctionnement des patients. Donc, il n'est peut-être pas vrai au sens neurobiologique du terme, et c'est sûrement très subtil, très compliqué. Je suis loin d'avoir approché la réalité neurobiologique. Mais voilà, il me permet d'avancer. Et il me permet de comprendre comment j'articule des prises en charge quand il s'agit de prendre en charge des petits enfants autistes.